Tais-toi et paie, a hurlé maman. Tu ne es bon qu'à ça. Je n'ai pas discuté. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Hypothèque. Électricité. Assurance. Carte de crédit. 10 840 $. 4 clics. Tout était parti avant minuit. 14 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé. Maman appelait. Encore et encore. 10 840 $, c'est ce que je payais chaque mois, 3 200 $ de prêt immobilier, 210 $ d'électricité, 480 $ d'assurance habitation, et un paiement minimum de 6 950 $ pour ma carte Visa se terminant par 8 803. 4 prélèvements automatiques mis en place l'été de mes 19 ans, assise sur le sol de mon premier appartement, un ordinateur portable en équilibre sur un carton de déménagement, parce que ma mère avait appelé et dit qu'elle avait besoin d'aide. Et je ne savais pas encore que le mot « aide » dans sa bouche signifiait « pour toujours ». Je n'ai pas manqué un seul mois en 17 ans. Pas quand j'avais 23 ans et que je sautais le déjeuner pour payer le loyer. Pas quand j'avais 27 ans et que mon petit ami m'a dit « il ne reste plus rien de toi pour nous ». Pas quand j'avais 31 ans et qu'un agent de crédit m'a demandé pourquoi quelqu'un avec mon revenu n'avait pas d'épargne. Et j'ai souri en disant que j'étais conservatrice avec mes investissements, ce qui était un mensonge, tellement pratiqué que cela ressemblait presque à la vérité. 17 ans, 204 mois, chacun attend, jusqu'à mardi dernier. Ma mère m'a regardé de l'autre côté de la table de sa cuisine et a prononcé 5 mots. Non pas parce que je demandais de l'argent, non pas parce que je demandais quoi que ce soit de difficile. J'ai demandé un « merci ». Un seul, après 204 paiements. J'ai demandé à ma mère si elle avait déjà voulu me dire ces 2 mots. Elle a posé sa tasse de café, m'a regardé comme on regarde un distributeur automatique qui demande la monnaie exacte. Tais-toi et paie, a-t-elle dit. C'est à ça que tu sers. 4 secondes de silence. Je les ai comptées, comme je compte tout, parce que c'est ce que je fais. Je suis une experte comptable judiciaire. Je traque l'argent caché, déplacé, déguisé et enterré. Je le trouve. Je le trouve toujours. Pour les autres. J'ai ramassé le chèque que j'avais apporté, je l'ai remis dans mon sac, je me suis levé. Elle n'a pas demandé où j'allais. Elle s'était déjà tournée vers la télévision. Je suis rentré chez moi. 22 minutes sur l'autoroute 26. Les montagnes Tualatin sombrent des 2 côtés. Radio éteinte. Je me suis garé dans mon complexe d'appartements. J'ai pris les escaliers parce que l'ascenseur prend trop de temps quand vos mains ont besoin de faire quelque chose. Mon ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine. 2 onglets. Onglet 1, une entreprise de transport maritime à Wilmington, Delaware, que j'avais passé 3 semaines à prouver qu'elle avait caché 17 millions de $ en fausses factures pour un client qui me payait très bien pour les trouver. Onglet 2, le portail de prélèvement automatique Chase de ma mère. Toujours connecté depuis que je l'avais configuré à 19 ans et que je n'avais jamais changé le mot de passe. Même ensemble de compétences, échelles différentes. Je me suis assise. J'ai fermé le premier onglet. J'ai ouvert le second. Prélèvement automatique du prêt immobilier. Annulé. Confirmé. Prélèvement automatique de l'électricité. Annulé. Confirmé. Assurance habitation par prélèvement automatique. Annulé. Confirmé. Visa se terminant par 8803. Annulé. Confirmé. 4 clics. 90 secondes. 17 ans. Annulé avant minuit. J'ai fermé l'ordinateur portable, rempli la bouilloire, me suis tenu à la fenêtre pendant que l'eau chauffait. Portland était humide et orange en dessous de moi, comme elle l'est en mars quand les réverbères captent la pluie sous le bon angle. Mon appartement est petit, une chambre, une salle de bain, une cuisine qui peut à peine contenir une table pour 2. J'y vis depuis 6 ans. J'aurais pu m'offrir quelque chose de plus grand. J'aurais pu m'offrir une maison, mais il y avait toujours ce chiffre sur mon relevé bancaire chaque mois. 10 840 $ qui partaient avant que je puisse décider quoi faire de ma propre vie. Et d'une manière ou d'une autre, les calculs ne fonctionnaient jamais. La bouilloire s'est éteinte. J'ai versé l'eau. Earl Grey, sans sucre. Je me suis assise.
Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Ma respiration était régulière. Et mes mains étaient stables. Et si vous étiez entré à ce moment-là, vous auriez pensé que j'étais une femme buvant du thé un mardi soir. Mais quelque chose derrière mes côtes avait bougé. Une porte que j'avais gardée fermée pendant 17 ans s'était ouverte d'un pouce environ, et à travers la fissure, je pouvais sentir l'air froid. Et je savais que si je l'ouvrais complètement, je verrais quelque chose que j'avais passé toute ma vie d'adulte à refuser de regarder. Pas ce soir. Ce soir, c'était l'annulation. Le regard viendrait plus tard. J'ai pris mon téléphone. Une notification, un rappel de calendrier que j'avais défini il y a des années et que je n'avais jamais supprimé. 3e samedi, pas de lieu, pas de nom, juste ces 2 mots répétés chaque mois, parce que certains rendez-vous n'ont pas besoin d'explication. Ils ont juste besoin que vous vous présentiez. J'ai siroté mon thé. Il était encore trop chaud. Je l'ai siroté quand même. J'audite la fraude pour gagner ma vie. Je traque l'argent manquant, les fausses factures, les comptes fantômes. Je trouve où les chiffres mentent. Mais je n'avais jamais, en 17 ans, regardé les miens. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire l'été de mes 19 ans. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé par le premier mois. Nora Shaw partage un bureau avec moi depuis 6 ans. C'est la seule personne chez Archer et Burn qui sait que je paie les factures de ma mère, parce que Nora est le genre de personne qui remarque quand une experte comptable judiciaire senior apporte son déjeuner de chez elle tous les jours et ne commande jamais de café au chariot. Elle m'a demandé une fois, il y a environ 3 ans. Je lui ai dit. Elle est restée silencieuse juste le temps de décider s'il fallait dire quelque chose d'honnête ou quelque chose de gentil. Et puis elle a dit les deux. Tessa, tu auditais des entreprises du Fortune 500. Tu as trouvé un système de détournement de 7 millions de dollars enfoui dans une organisation à but non lucratif l'année dernière. Et tu me dis que tu n'as jamais regardé les relevés bancaires de ta propre mère? J'ai dit non. Elle a attendu le reste. Il n'y avait pas de reste. J'avais peur de ce que j'allais trouver, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. C'était il y a 3 ans. Elle n'en a jamais reparlé, jusqu'au matin après que j'ai annulé les prélèvements automatiques, quand je me suis assise à mon bureau et que je lui ai raconté ce que ma mère m'avait dit de l'autre côté de la table de la cuisine. Nora n'a pas halté. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle a tiré sa chaise de mon côté du bureau, a ouvert un nouveau document sur mon écran et a dit, commencez par le relevé le plus ancien auquel vous pouvez accéder. C'est pourquoi Nora Shaw est ma seule amie. Mais je n'ai pas commencé par les relevés. Pas tout de suite. Je suis resté dans ma voiture cette nuit-là, dans le parking souterrain de notre immeuble, moteur éteint, et j'ai pensé à un restaurant. J'avais 12 ans. Le restaurant s'appelait pas, même si je n'ai jamais rencontré personne nommé Patty. Il était situé sur Burnside entre une laverie et un magasin de pneus. Et chaque 3e samedi du mois, mon père m'attendait à la dernière cabine, celle près de la vitrine à tarte, où la lumière fluorescente bourdonnait à une fréquence que je semblais être la seule à remarquer. Je disais à ma mère que j'allais à la bibliothèque. Elle ne vérifiait jamais. Vérifier aurait demandé de l'intérêt, et à ce moment-là, son intérêt pour moi était devenu purement transactionnel. J'étais la silencieuse, celle qui ne causait pas de problème, celle qui, à 12 ans, était déjà préparée à un rôle que je ne comprendrais que 20 ans plus tard. Mon père commandait du café et ce qu'il y avait de moins cher. J'ai commandé un milkshake au chocolat parce que j'avais 12 ans et parce qu'il me laissait faire. Il a glissé son relevé bancaire sur la table, face visible, juste à côté de la salière. Trouve l'erreur, a-t-il dit. Je l'ai étudié pendant 10 minutes. J'ai trouvé des frais de distributeur automatique de 3,50 $. 50 cents qu'il avait été facturé à une machine qui n'était pas sa banque. Bien, a-t-il dit. Maintenant, trouve la vraie. J'ai regardé à nouveau. Ligne 42. 48 $. Description. Divers. Qu'est-ce que divers, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Personne ne sait. Il a tapé la ligne avec son index. Un doigt calleux après 30 ans a tiré des fils à travers les murs. C'est ça l'idée, Tessie. Quand quelqu'un écrit divers, il espère que tu ne poseras pas de questions. Ton travail est de poser des questions. La serveuse est passée. Plus de café? Mon père a levé les yeux.
S'il vous plaît, ma fille maudite. Elle a ri. Il n'a pas ri. Je n'ai pas ri. Nous étions tous les deux complètement sérieux. Et la serveuse est partie, pas tout à fait sûre si nous plaisantions, ce qui est la dynamique que j'ai eue avec la plupart des gens pour le reste de ma vie. C'était il y a 24 ans. Mon père m'a appris à lire les relevés bancaires dans une cabine de restaurant. Il m'a appris les intérêts composés à 14 ans, l'amortissement à 15 ans, comment ouvrir un compte d'épargne à 17 ans. Il m'a appris que l'argent dit la vérité même quand les gens ne le font pas, et que la différence entre un bon comptable et un excellent est la volonté de suivre un chiffre au-delà du point où il devient inconfortable. Il a fait cela chaque 3e samedi sans faute pendant 27 ans. Ma mère ne l'a jamais su. Ma sœur ne l'a jamais su. C'était le plus long secret de ma vie, et le seul qui m'ait gardé saine d'esprit. Ma mère avait ses propres leçons. Elles étaient plus courtes. La sienne était une seule phrase, prononcée sur différents tons, dans différentes cuisines, à différents volumes, mais toujours avec les mêmes mots, ton père est parti. Je suis resté. Elle l'a dit quand j'avais 9 ans et que j'ai demandé où il était allé. Elle l'a dit quand j'avais 16 ans et que j'ai demandé si je pouvais lui rendre visite. Elle l'a dit quand j'avais 22 ans et que j'ai eu mon premier vrai travail. Et elle a appelé pour dire que le prêt immobilier était en retard. Ton père est parti, Tessa. Je suis resté. Le moins que tu puisses faire est d'aider. Je l'ai cru pendant la majeure partie de ma vie. Je l'ai cru. Cette nuit-là, dans le parking souterrain, moteur éteint, je me suis connecté au portail Tché sur mon téléphone. 17 ans de relevés archivés numériquement. J'ai commencé au premier mois et j'ai fait défiler. Prêt immobilier, électricité, assurance, visa, tout ce à quoi je m'attendais. Net, prévisible, banal, jusqu'au mois 31. Un virement Zelle de 2200 $. Bénéficiaire récurrent S. Morand. S. Morand. Shelby Morand. Ma sœur. Je suis resté assise dans le noir, fixant le chiffre. 2200 $ chaque mois à Shelby. C'était le premier chiffre qui ne concordait pas. J'aurais dû m'arrêter là. Une personne normale aurait fermé l'application, serait rentrée chez elle, se serait couchée, s'en serait occupée le matin, comme quelqu'un qui croit aux limites et à l'autopréservation, et non pas assise seule dans un parking souterrain à 21h30 un mercredi soir, fixant des relevés bancaires sur un téléphone. Mais je ne suis pas une personne normale. Je suis une experte comptable judiciaire. Et les experts comptables judiciaires ne s'arrêtent pas à la première anomalie. Ils s'arrêtent lorsque le dernier chiffre est justifié. J'ai fait défiler jusqu'au mois 32. 3 nuits, c'est le temps qu'il a fallu pour démanteler 17 ans de foi aveugle. Nuit 1, j'ai cartographié les virements Zelle. 2200 $. Le même jour chaque mois, le même bénéficiaire, S. Morand, Shelby, ma sœur. Les transferts ont commencé il y a 37 mois, ce qui signifie que pendant plus de 3 ans, mon argent avait transité par le compte de ma mère et était arrivé chez Shelby, sans que ni l'une ni l'autre ne me le dise et sans que je prenne la peine de regarder. Deuxième nuit, j'ai suivi l'argent. 800 $ en retrait aux distributeurs automatiques chaque mois, toujours à la machine de Soutiste Division, celle près de la salle de sport dont Shelby a parlé sur Instagram. Pas la salle de sport de ma mère, pas le quartier de ma mère. J'ai ensuite sorti les relevés Visa. Nordstrom, Zara, un salon de manucure sur Hawthorne qui coûte 60 $ pour une manucure, ce que je sais parce que je n'y suis jamais allé, mais apparemment ma Visa, oui. Nuit 3, les chiffres. Je me suis assise à ma table de cuisine avec Nora au téléphone, car Nora avait cessé de faire semblant que ce n'était pas aussi son enquête. Elle fait ça, une fois qu'un problème entre dans son champ de vision, il devient le sien. C'est soit sa meilleure qualité, soit la plus épuisante, selon le jour. Lis-moi les totaux, a-t-elle dit. Redirection mensuelle vers Shelby. Virement Zelle direct 2200. Retrait mensuel en espèces près de la salle de sport et de l'appartement de Shell 800. Frais mensuels sur la visa de ma mère qui correspondent au style de vie et au lieu de Shelby, environ 1800. Total de la redirection mensuelle, environ 4800 $ sur 10 840 $. Oui. Donc, moins de la moitié de votre argent a réellement payé les factures de votre mère. Correct. Nora était silencieuse. Je pouvais entendre son stylo taper contre quelque chose.
Elle fait ça quand elle décide s'il faut dire la chose prudente ou la chose vraie. Ta mère n'a pas seulement pris ton argent, Tessa. Elle a construit un pipeline. Toi à une extrémité, Shelby à l'autre, et ta mère au milieu, actionnant la vanne. Je n'ai pas argumenté. Les chiffres ne laissaient pas de place à l'argumentation. Que fait Shelby comme travail, a demandé Nora. Elle est organisatrice d'événements indépendantes. Et comment vont les affaires? Elle a organisé une fête de départ à la retraite pour le voisin de quelqu'un le printemps dernier. Avant ça, elle a lancé une entreprise de boîtes d'abonnement. Une boîte d'abonnement de quoi? Des poignées. C'était la première. Puis des cristaux. Puis quelque chose appelé l'expérience de snack curaté. Donc une boîte de chips. Des chips artisanales. Il y a une différence apparemment. Tessa, la compagnie de bougies a duré 4 mois. Les cristaux ont duré 2. Les boîtes de snacks, elle les gère encore techniquement, mais son dernier post Instagram à ce sujet date de novembre et c'était une photo d'elle mangeant l'inventaire. Nora a expiré d'une manière qui communiquait une sorte d'épuisement professionnel très spécifique. Donc le revenu annuel de Shelby est de, quoi, 125 000 $ une bonne année, et son loyer est de 2200 $ par mois, payé par sa mère avec mon argent. Shelby sait-elle d'où vient l'argent? C'était la question que j'avais évitée, car la réponse déterminait si ma sœur était participante ou passagère, et je n'étais pas prête à savoir laquelle. Je ne sais pas, ai-je dit. Ma mère lui a dit qu'elle avait des économies. Ta mère a la sécurité sociale et ce qui reste après avoir redirigé tes paiements. Elle n'a pas d'économie. Elle a une comptabilité. J'ai fait défiler le compte Instagram de Shelby pendant que Nora parlait. Là, il y a 2 semaines. Miami Beach, sable blanc, eau turquoise, un cocktail qui coûtait probablement 22 $. Légende, rechargement. Béni vivre ma meilleure vie reconnaissante. Reconnaissante. Le mot s'est coincé dans ma gorge comme une arête de poisson. J'ai retracé le voyage. Vol réservé avec la visa de ma mère. Hôtel. 4 nuits dans un endroit de gamme moyenne sur Collins Avenue, 960 $. Restaurant, spa, shopping, 3800 $ de plus. Total environ 4800 $ pour 4 jours en Floride. Le montant exact redirigé de mon compte chaque mois. Les vacances de ma sœur ont coûté exactement ce que j'ai payé en travail invisible pendant 30 jours. Un mois de ma vie converti en 4 jours de la sienne. Tessa, je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fermé l'ordinateur portable. La feuille de calcul avait maintenant 47 colonnes. 37 mois de données. Chaque dollar justifié, chaque transfert tracé, chaque mensonge assigné à un numéro de ligne. Ce que je fais toujours, ai-je dit, suivre l'argent. L'argent est suivi. Il est là, dans ta feuille de calcul. Alors je vais le suivre jusqu'au bout. Les 17 années complètes, chaque mois, chaque dollar. Ça va te prendre une semaine de plus. J'ai payé pendant 17 ans, Nora. Je peux passer une semaine de plus à lire. Elle n'a pas argumenté. Elle connaissait cette voix. Celle qui ne négocie pas, ne vacille pas, ne demande pas la permission. La voix INTJ, même si elle n'a jamais utilisé ce mot. Elle appelle ça simplement ma voix d'audit. J'ai rouvert l'ordinateur portable, j'ai fait défiler en arrière. Moi, l'été de mes 19 ans, sur le sol de mon premier appartement, mettant en place les prélèvements automatiques parce que ma mère disait qu'elle avait besoin d'aide. Avez-vous déjà payé quelque chose toute votre vie d'adulte sans jamais demander où l'argent était réellement allé? Non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous vous en souciez trop. Parce que demander aurait signifié voir. Et voir aurait signifié choisir. Et choisir aurait signifié perdre la seule personne qui était censée vous aimer gratuitement. J'avais les chiffres maintenant. Tous. Ce que je n'avais pas, ce dont j'avais besoin avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec ces chiffres, c'était le courage de ressentir ce qu'ils signifiaient. Cette partie est venue ensuite. Et ça a failli me briser. La feuille de calcul a pris 6 nuits de plus pour être complétée. 17 ans, 204 mois. Chaque paiement, chaque transfert, chaque poste tracé est catégorisé et codé par couleur, parce que c'est ce que je fais quand je ne peux pas traiter quelque chose émotionnellement. Je l'organise. Au moment où j'ai terminé,
C'était samedi matin. J'ai tout imprimé. 47 colonnes, 6 pages, format paysage parce que le portrait ne pouvait pas contenir tous les dégâts. J'ai étalé les pages sur le sol de mon appartement, côte à côte, par ordre chronologique, et je me suis assise en tailleur au milieu d'elles, comme une femme assise dans l'épave de quelque chose qu'elle avait construit de ses propres mains et mis le feu avec l'allumette de quelqu'un d'autre. La redirection vers Shelby avait commencé il y a 37 mois, mais le schéma était plus ancien que cela. Avant Shelby, il y avait d'autres fuites. Des frais récurrents à un magasin de meubles dont ma mère n'avait pas besoin de meubles. Des retraits d'argent qui augmentaient chaque décembre, chaque août, chaque mai. L'argent se déplaçait dans des directions que je n'avais jamais remises en question, parce que questionner signifiait regarder, et regarder signifiait voir, et voir signifiait choisir, et j'avais passé 17 ans terrifié par le choix. Je suis resté assise là, et j'ai fait ce que j'avais évité depuis la nuit où j'ai annulé les prélèvements automatiques. J'ai laissé les chiffres devenir des souvenirs. 23 ans, mes amis de collège avaient planifié un voyage à Big Sur. 5 jours, voiture de location, camping sur la côte. Coût total par personne, 400 $. J'ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Je pouvais me le permettre, mais 400 $ représentaient 400 $ de moins dans le compte qui saignait 10 840 $ chaque mois. Et j'avais déjà appris que l'hémorragie venait en premier et ma vie en second. Mes amis sont partis sans moi. Ils parlent encore de ce voyage. Moi, non. 27 ans. Aaron, 4 ans ensemble. Il était gentil et patient, et il faisait une cafetière tous les matins sans qu'on le lui demande, ce qui est une petite chose, à moins que vous ne l'ayez jamais eu, auquel cas c'est tout. Nous nous sommes séparés un dimanche d'octobre. Il s'est assis au bord du lit et a dit, « Tess, je t'aime, mais tu donnes tout à ta mère et il ne reste plus rien. Ni pour moi, ni même pour toi. » Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas. Il a dit qu'il comprenait parfaitement. Il avait raison. J'avais raison. Nous avions tous les deux raison sur des choses différentes, et c'est le genre de rupture dont on ne se remet pas, parce que personne n'avait tort. 31 ans, un agent de crédit dans une coopérative de crédit à l'Ecoswego. J'avais fait le trajet jusque-là parce que les succursales de Portland étaient trop proches de chez moi, trop proches du risque que quelqu'un que je connaissais me voie demander quelque chose que j'aurais dû pouvoir me permettre 10 fois. L'agent de crédit a examiné mon dossier. Bon crédit, revenu solide. Elle a levé les yeux et a dit, « Votre ratio d'endettement est exceptionnellement élevé pour quelqu'un de votre catégorie. Pouvez-vous expliquer les sorties récurrentes ?» J'ai souri et j'ai dit que j'avais des obligations familiales. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé quel genre. Je n'ai pas proposé. La demande de prêt hypothécaire est restée dans ma boîte à gants pendant 3 semaines avant que je ne la déchiquette. 3 souvenirs. 3 moments où j'aurais pu m'arrêter, demander, regarder. 3 moments où la porte de sortie était là, et je l'ai dépassée, car la traversée signifiait admettre que ma mère n'était pas celle dont j'avais besoin. Et c'était un chiffre que je n'étais pas prête à concilier. Je me suis assise par terre avec la feuille de calcul et j'ai pensé à mon père, pas à la version que ma mère racontait. Pas l'homme qui est parti, qui a abandonné, qui s'est choisi, mais l'homme que je connaissais réellement, celui qui s'asseyait dans une cabine chaque 3e samedi et m'apprenait à lire la vérité dans une suite de chiffres. J'avais 17 ans, toujours chez Patty S, même si Patty S avait changé de propriétaire 2 fois, et la vitrine à tarte avait été remplacée par un présentoir à pâtisserie qui n'était jamais entièrement rempli. Mon père et moi remplissions une demande de compte d'épargne sur la table entre son café et mon milkshake, utilisant un stylo emprunté à la serveuse car aucun de nous n'en avait apporté. Le formulaire demandait son numéro de sécurité sociale. Il l'a mal écrit, l'a barré, l'a mal écrit à nouveau. « Tessie, quel est mon numéro de sécurité sociale ?» Je lui ai dit. Il m'a regardé. « Comment connais-tu mon numéro de sécurité sociale ? Tu as laissé une déclaration d'impôt sur la table l'année dernière. » Je l'ai lu. Il a fait une longue pause. La façon dont il faisait une pause quand il ressentait quelque chose de trop grand pour la cabine. Puis il a dit, « Tu es déjà meilleur que moi pour ça. » « C'est toi qui m'as appris, » ai-je dit. Il a regardé la crêpe qu'il avait commandée, mais à peine touchée. Il commandait toujours des crêpes. Il ne les finissait jamais. Je pense qu'il les commandait parce que c'est ce qu'il me faisait les samedis matins avant de partir. Et les manger dans un restaurant était aussi proche qu'il pouvait l'être de cette cuisine sans y retourner.
Je t'ai appris les chiffres, a-t-il dit. Le courage, ça t'appartient. Il a tenu ça pendant une seconde. Peut-être deux. Puis il a poussé l'assiette vers moi. Tu vas manger ce bacon? J'ai pris le bacon. Il a fini son café. Nous n'avons plus parlé de courage. Ce n'était pas notre façon de fonctionner. Nous fonctionnions avec des chiffres et des petits déjeuners, et en nous présentant mois après mois sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Ce souvenir m'a trouvé sur le sol de mon appartement à 2 heures du matin, entouré de 6 pages de preuves, et il a ouvert quelque chose en moi. J'ai pleuré, pas comme les gens pleurent dans les films, pas les mains sur la bouche et les épaules tremblantes magnifiquement. J'ai pleuré comme une femme pleure quand elle a gardé un chiffre dans sa poitrine pendant 17 ans et qu'elle le laisse enfin sortir. Moche, long. Le genre de pleurs qui fait mal aux côtes après, comme si quelque chose de structurel avait bougé. Je ne pleurais pas parce que ma mère m'avait volé. Je ne pleurais pas parce que ma sœur vivait de l'argent que je gagnais. Je pleurais parce que je savais, quelque part sous les prélèvements automatiques et les chèques mensuels et le silence, j'avais toujours su. Et j'avais choisi de ne pas regarder. L'experte comptable judiciaire qui pouvait tracer 17 millions de dollars à travers des sociétés écrans dans le Delaware ne pouvait pas se résoudre à ouvrir le relevé bancaire de sa propre mère, parce que l'audit qu'elle craignait n'était jamais à propos de l'argent. C'était à propos de la réponse. Mon père m'a dit un jour, dans cette cabine, avec ce café, avec ce stylo emprunté, sache toujours où va ton argent. Et j'avais enfreint cette règle chaque mois pendant 17 ans. Non pas parce que j'étais négligente, mais parce que j'étais loyale. Et la loyauté, quand elle va dans une direction assez longtemps, commence à ressembler beaucoup à autre chose. Je suis restée assise par terre jusqu'à ce que les pleurs s'arrêtent. Puis je me suis levée, je me suis lavé le visage, j'ai ramassé les 6 pages, j'ai aligné les bords, je les ai mises dans une chemise cartonnée, étiquetée au marqueur noir. Audit financier du foyer Moraine, -A204. L'experte comptable judiciaire était de retour, et elle avait une affaire à classer. 3 jours plus tard, ma mère a envoyé un SMS, tout en majuscules, le mot comportement, et une invitation à dîner qui n'était pas vraiment une invitation. Ma mère n'a jamais été une femme passive. Elle n'attend pas que les choses lui arrivent. Elle fait en sorte que les choses arrivent. Alors, quand 14 jours se sont écoulés et que son prêt immobilier a rebondi et que sa facture d'électricité est restée impayée et que sa compagnie d'assurance lui a envoyé une lettre qu'elle ne comprenait pas, elle ne s'est pas assise tranquillement dans sa cuisine à se demander ce qui avait mal tourné. Elle a pris son téléphone et elle est partie en guerre. Je le sais parce que les appels ont commencé un mercredi. Le premier venait de ma tante Hélène, la sœur aînée de ma mère, qui vit à Biverton et ne m'a jamais, de toute ma vie, demandé comment j'allais sans que cela soit suivi d'une demande. Tessa, ta mère m'a appelé en larmes. Elle dit que tu l'as coupée après tout ce qu'elle a fait pour vous les filles. Après vous avoir élevée seule, je pense juste que tu devrais savoir à quel point tu l'as blessée. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille et je l'ai regardé comme on regarde une contravention. Non pas avec colère, mais avec la reconnaissance silencieuse que quelqu'un a décidé que vous leur deviez quelque chose et qu'il y a un système en place pour le percevoir. Merci d'avoir appelé, tante Hélène, ai-je dit. Elle t'a élevée seule, Tessa. J'apprécie que vous partagiez cela. Tu m'écoutes seulement? Je le fais. Je ne suis juste pas d'accord avec vous. Ce sont des choses différentes. Elle a raccroché. Mon oncle Robert a appelé 40 minutes plus tard. Même scénario, voix différente. Puis la voisine de ma mère, Donna, à qui j'ai parlé exactement 2 fois dans ma vie. Une fois lors d'un barbecue et une fois quand elle avait besoin de quelqu'un pour déplacer une étagère. Puis une femme nommée Jean, que j'ai déterminé plus tard être quelqu'un du club de lecture de ma mère, ce que je ne savais pas qu'elle avait, ce qui vous en dit long sur la part de la vie de ma mère dont je faisais réellement partie, par rapport à la part de ces factures que l'on attendait que je paie. 4 appels en un après-midi. Chacun délivrait le même message dans un emballage légèrement différent. Votre mère a tout sacrifié. Votre mère vous a élevé seule. Votre mère mérite mieux. Ma mère ne m'avait pas appelé directement. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait construit un chœur et le chœur chantait sa version de la chanson et chaque voix disait la même chose parce que chaque voix avait reçu le même script. Elle ne m'a pas élevé seule, mais personne dans ce chœur ne le savait. Je me suis assise à mon bureau au travail et j'ai laissé les messages vocaux s'accumuler.
Nora regardait de l'autre côté de notre bureau partagé, ses lunettes de lecture sur le nez. Son expression était celle qu'elle utilise lorsqu'elle collecte des données avant de rendre un verdict. Combien jusqu'à présent, a-t-elle demandé. 4 appels, 3 messages vocaux, un SMS de quelqu'un nommé Jean. Qui est Jean? Club de lecture. Votre mère a un club de lecture apparemment. Qu'est-ce qu'elle lise? Je ne sais vraiment pas, Nora. Je parie que c'est quelque chose avec une femme en couverture courant dans un champ. J'ai failli sourire. Presque. Les messages vocaux continuaient d'arriver. Ce soir-là, Shelby a appelé. Le nom de ma sœur est apparu sur mon téléphone à 19h42, ce qui était inhabituel car Shelby communique principalement via des stories Instagram et des SMS occasionnels qui ne contiennent que des emojis et le mot « littéralement ». Un vrai appel téléphonique signifiait quelque chose avait pénétré la membrane. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix était légère, comme elle le devient quand elle essaie d'avoir l'air désinvolte à propos de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Alors, maman est un peu paniquée. Elle dit que tu as arrêté d'aider avec les factures ou quoi? Que se passe-t-il? J'ai écouté sa voix, la cadence, les endroits où elle montait, où elle descendait. Je fais ça. J'écoute la musique sous les mots, car les mots dans ma famille ont toujours été peu fiables. Mais la musique ne ment jamais. Shelby n'appelait pas parce qu'elle s'inquiétait pour notre mère. Shelby appelait parce que le loyer de Shelby n'était pas arrivé ce mois-ci. Le virement Zelle de $2200 n'était pas passé. Et la zone tampon entre Shelby Moran et la réalité financière était exactement de la largeur d'un virement mensuel qu'elle n'avait jamais remis en question, d'une source qu'elle n'avait jamais confirmée. Et maintenant, le virement était en retard et la source était silencieuse. Et Shelby pouvait sentir le sol se dérober sous sa vie soigneusement orchestrée. Demande à maman d'où venait l'argent, Shelby, ai-je dit, tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande-lui d'où venaient les $2200 par mois pour ton loyer. Demande-lui pour les $800 en espèces près de ta salle de sport. Demande-lui pour les charges Nordstrom et le voyage à Miami et la compagnie de bougies et la compagnie de cristaux et les expériences de collation curatée. Demande-lui d'où tout cela venait. Silence assez long pour que j'entende le réfrigérateur bourdonner dans son appartement. L'appartement que j'ai payé. Le réfrigérateur qui gardait au frais les courses que j'ai financées. Le silence qui se produisait dans une vie que j'avais financée sans recevoir même un message texte pour mon anniversaire. Tessa, je ne comprends pas de quoi tu parles. Alors demande à maman. Elle expliquera, ou pas. Dans tous les cas, tu auras ta réponse. J'ai raccroché, posé mon téléphone face cachée sur le comptoir, suis resté là 1 minute, les mains à plat sur le granit, respirant. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé la préparation finale. La feuille de calcul était terminée. J'avais passé 6 nuits à l'affiner, comme j'affine les livrables clients avant une déposition. Parce que dans mon monde, une feuille de calcul n'est pas seulement un document. C'est un argument. Chaque en-tête de colonne est une affirmation. Chaque cellule est une preuve. Chaque formule est logique. Et quand la logique est claire, l'argumentation se fait d'elle-même. Je l'ai imprimé. 6 pages codées par couleur. Surlignage bleu pour les dépenses légitimes. Paiement de prêt immobilier. Facture d'électricité. Assurance habitation. Minimum visa. C'était réel. C'était ce que je pensais payer. Surlignage rouge pour l'argent redirigé vers Shelby. Virement Zelle. Retrait aux guichets automatiques. Charge Visa dans des endroits près de l'appartement de Shelby et fréquenté par le compte Instagram de Shelby. Surlignage jaune pour les charges que je ne pouvais pas retracer de manière définitive. Charges qui tombaient dans la catégorie que mon père aurait appelée « divers », ce qui signifiait que quelqu'un espérait que je ne poserais pas de questions. Nora est venue ce soir-là avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin qu'elle a posée sur mon comptoir sans commentaire. Elle a regardé les 6 pages étalées sur ma table de cuisine, a regardé le code couleur, a regardé le dossier. « Tu vas vraiment apporter une feuille de calcul au dîner du dimanche ?» a-t-elle dit. C'est comme ça que j'argumente. La plupart des gens apportent du vin. Elle a fait un geste vers la bouteille qu'elle venait de poser. Le vin ne prouve pas la fraude. Non, a dit Nora, ramassant la page 3 et la tenant en biais, comme elle lit les dépositions. Mais ça aide à survivre à la conversation. Après,
Elle est restée jusqu'à 22 heures. Nous avons mangé du pad thaï et elle m'a posé une question pour chaque page de la feuille de calcul. Non pas parce qu'elle doutait de mon travail, mais parce que c'est ce que font les bons auditeurs. Ils testent la résistance. Ils cherchent le nombre qui ne tient pas. Elle n'a rien trouvé. Les chiffres tenaient. À la porte, elle s'est arrêtée. Tessa. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire si elle pleure? Je l'ai regardée. Ma mère ne pleure pas. Ma mère joue la comédie. Il y a une différence. Et si Shelby pleure? Cette question s'est posée dans ma poitrine comme une pierre que je ne pouvais pas lâcher, car les larmes de Shelby, si elles venaient, seraient réelles. Shelby ne joue pas la comédie. Shelby n'a simplement jamais été appelée à porter quelque chose d'assez lourd pour exiger une performance. Alors je la laisserai pleurer, ai-je dit, et je ne prendrai pas le chèque. Nora est partie. J'ai verrouillé la porte, lavé les récipients de plats à emporter, les ai séchés, empilés, remis la feuille de calcul dans le dossier, remis le dossier dans mon sac. Dimanche 18 h, la table serait mise, le public serait réuni, et ma mère attendrait avec le seul scénario qu'elle ait jamais écrit. Celui où elle restait et mon père partait, et je lui devais tout pour la différence. J'apportais un scénario différent. 6 pages, 47 colonnes, 17 ans, et une question que je n'avais jamais été autorisé à poser. Que apporteriez-vous à ce dîner? Pardon ou preuve. La dernière fois que j'ai parlé à mon père de l'argent, c'était un samedi de novembre, il y a 7 ans. J'avais 29 ans. Il en avait 57 et venait de déménager à Bend, à 3 heures à l'est de Portland, car ses genoux empiraient et parce que Bend était le genre de ville où un électricien à la retraite pouvait réparer des choses pour les voisins en échange de conversations et de tartes. Ce qui était tout ce qu'il avait toujours vraiment voulu. Le restaurant était nouveau, Papaties, un endroit appelé le Junipé dans une rue latérale près de la rivière, avec des murs lambrissés de bois et une serveuse qui appelait tout le monde, chérie, et une vitrine à tarte plus petite que celle de Pa, mais mieux garnie. Mon père avait déjà trouvé la dernière cabine. Il trouvait toujours la dernière cabine. Je pense qu'il pouvait entrer dans n'importe quel restaurant du pays et, en 10 secondes, identifier la table la plus éloignée de la porte, la plus proche de la cuisine, avec une vue dégagée sur quiconque entre, non pas parce qu'il était paranoïaque. Mais parce qu'il était un homme qui avait passé 20 ans à être le secret de quelqu'un, et les secrets se nichent plus confortablement au fond de la pièce. Je lui ai parlé des prélèvements automatiques, de tous, des montants, des comptes, des années. Je lui ai parlé de l'agent de crédit à l'Ecoswego et de la demande de prêt hypothécaire. Et j'ai déchiqueté. Je lui ai parlé d'Aaron, qui était parti parce qu'il ne restait plus rien. J'ai tout exposé comme j'expose un audit ligne par ligne, car c'était le seul langage que nous partagions qui ne nécessitait pas que l'un de nous prononce le mot « amour ». Il a écouté. Il n'a pas interrompu. Il a pris sa tasse de café une fois, l'a posée sans boire, l'a reprise. Quand j'ai fini, il a regardé par la fenêtre. La rivière des Chutes était basse à cette période de l'année, gris vert et lente, et il l'a regardé comme il regarde les choses qu'il ne peut pas réparer. Combien, a-t-il dit? Je lui ai dit le chiffre mensuel. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, tu sais combien je facture pour recabler une cuisine? Non. Environ 4000 $. Ça me prend 3 semaines. 21 jours à tirer des fils, à couper des cloisons sèches, à étiqueter des disjoncteurs. Un travail difficile. Un bon travail. Il a marqué une pause. Tu paies plus du double de ça chaque mois pour rien. Et personne ne t'a jamais dit merci. Je sais. Vraiment? Cette question a atterri différemment de ce à quoi je m'attendais. Pas vive, mais fatiguée, comme s'il avait attendu que j'arrive à un chiffre qu'il avait calculé des années auparavant et avec lequel il vivait depuis. Seul dans la cabine du fond, incapable de dire quoi que ce soit, car dire quelque chose aurait signifié me dire quoi faire. Et mon père est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un homme qui dit à sa fille quoi faire. Il lui donne les outils. Il lui fait confiance pour les utiliser. Quand tu seras prête à arrêter, a-t-il dit, tu arrêteras. Je ne vais pas te dire quand. Ce n'est plus mon travail. Alors, quel est ton travail? Il m'a regardé. Puis il a pris son café, a bu une lente gorgée, l'a posé avec les 2 mains. La façon dont on pose quelque chose quand on veut qu'il reste exactement où il est.
Être assis dans cette cabine, le 3e samedi de chaque mois. C'est mon travail. Je n'ai pas pleuré. Ils non plus. Nous avons commandé le déjeuner. Il a pris le club sandwich à la dinde. J'ai pris le fromage grillé. Parce que je n'avais pas encore appris à commander ce que je voulais vraiment, au lieu de ce qui était le moins cher. Et parce que les vieilles habitudes des années de saigner, 10 840 $ par mois, ne disparaissent pas simplement parce que vous les avez identifiées. Elles persistent. Elles restent dans votre portefeuille comme un membre fantôme. 7 ans plus tard, la nuit précédant le dîner du dimanche, j'étais assise dans ma voiture sur le parking de mon complexe d'appartements et je ne pouvais pas entrer. Le moteur était éteint. Le dossier était sur le siège passager. 6 pages, 47 colonnes, 204 mois, tout ce dont j'avais besoin, et je ne pouvais pas bouger parce que quelque chose s'était installé dans ma poitrine, plus lourd que les chiffres et plus froid que les données. Et cela avait un nom que je ne voulais pas prononcer à voix haute. J'avais peur de devenir mon père. Pas l'homme que je connaissais. Pas l'homme dans la cabine. L'homme avec le café. L'homme qui se présentait chaque 3e samedi pendant 27 ans sans faute. J'avais peur de devenir la version de mon père que ma mère avait construite. La version qui existait dans son histoire. Celle qu'elle avait racontée à tante Hélène et oncle Robert et Donna et Jean du club de lecture et à toutes les personnes de son entourage pendant 27 ans. Celui qui est parti. Celui qui a abandonné. Celui qui s'est choisi lui-même plutôt que sa famille. Si j'entrais dans cette salle à manger demain avec une feuille de calcul et une vérité, je deviendrais cette version. Non pas en fait, mais dans la seule réalité qui importait aux personnes assises à cette table, car ma mère avait passé des décennies à construire une réalité dans laquelle partir est le péché et rester est la vertu, et quiconque remet en question cette équation est coupable par définition. Shelby le dirait. Je savais qu'elle le dirait, car c'était la seule arme qu'elle avait. Tu es juste comme papa. 4 mots. Et une partie de moi, la partie qui payait les factures depuis 17 ans pour éviter d'entendre ces mots, les croirait. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un SMS à Nora. Et si j'ai tort? 3 points. Alors tu as trouvé 177 000 $ de fonds redirigés sur 37 mois. Tu as tracé chaque transfert. Tu as vérifié chaque montant. La feuille de calcul n'est pas fausse. Tu n'as pas tort. Tu as peur. Ce sont des choses différentes. Je l'ai lu 2 fois. 3 fois. J'ai posé le téléphone. Elle avait raison. La peur et l'erreur se ressemblent de l'intérieur. Elles te font toutes deux hésiter. Elles te font toutes deux douter de ce que tu sais. Mais l'erreur signifie que les chiffres ne s'additionnent pas. La peur signifie qu'ils le font. Et tu souhaiterais que ce ne soit pas le cas. Mes chiffres s'additionnaient. Chacun d'eux. Je suis entré. J'ai dormi. Pas bien, mais j'ai dormi, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Dimanche matin, je me suis réveillé tôt, 6h15, j'ai fait du café, je me suis tenu à la fenêtre. Portland faisait ce qu'elle fait au début du printemps, où le ciel ne peut pas choisir entre le gris et le bleu pâle, et se contente des deux, et les arbres le long de la rue commencent à peine à bourgeonner, et tout semble attendre la permission de commencer. Je me suis habillé. Rien de spécial. Pantalon noir, chemisier gris, chaussures plates. Je ne m'habillais pas pour la guerre. Je m'habillais pour le travail, car c'était ça, un livrable, une présentation de résultats, un argument de 6 pages qui se ferait de lui-même. Si je restais assez calme pour le laisser faire, j'ai pris le dossier, vérifié les pages, les 6 dans l'ordre, bleu, rouge, jaune, légitime, redirigé, non comptabilisé. Le système de couleurs que mon père ne m'avait jamais enseigné, mais qu'il aurait compris, car c'était la même logique qu'il utilisait pour étiqueter les boîtes de disjoncteurs. Bleu pour le sous-tension, rouge pour le danger, jaune pour l'inconnu. Je suis monté dans la voiture, suis sorti du parking, j'ai tourné sur Burnside, la même rue où se trouvait autrefois le Patty's Dîner avant qu'il ne devienne un restaurant de ramen. Avant que le restaurant de ramen ne devienne un espace de coworking, avant que l'espace de coworking ne ferme et que les fenêtres ne s'obscurcissent. Le restaurant avait disparu, mais la leçon était toujours là. Écrit sur le siège passager à côté du dossier, prononcé de la voix de mon père, simple et clair, quand quelqu'un écrit et divers, il espère que tu ne poseras pas de questions. J'en avais assez de ne pas poser de questions.
La lumière du Porsche de ma mère était allumée quand je suis entré dans l'allée à 17h53. La porte d'entrée était ouverte. À l'intérieur, je pouvais entendre sa voix, déjà forte, déjà confiante, déjà en train de se produire pour le public qu'elle avait réuni. J'ai pris le dossier, j'ai fermé la portière de la voiture, j'ai monté les marches, et pour la première fois en 17 ans, je n'apportais pas de chèque. La table était mise pour 6. Ma mère, Shelby, tante Hélène, oncle Robert, moi-même, et une chaise vide que j'ai supposé être une aspiration. Set de table, serviettes en tissu, un pot-au-feu au centre qui sentait le romarin et la performance, car ma mère n'a jamais cuisiné un pot-au-feu de sa vie pour moins de 3 témoins. Elle se tenait à la tête de la table quand je suis entré. Pas assise, mais debout, les bras le long du corps, le menton légèrement relevé, la posture d'une femme qui a répété sa première phrase et attend que son public s'installe. Tante Hélène était assise sur la chaise la plus proche de la cuisine, serrant un verre de vin blanc comme une bouée de sauvetage. Oncle Robert était assis en face d'elle, les mains jointes, regardant la nappe, comme les hommes regardent les nappes quand ils savent qu'ils vont se retrouver au milieu de quelque chose qu'ils ne peuvent pas réparer avec des outils. Shelby était à l'autre bout, son téléphone face contre la table, ce qui signifiait qu'elle essayait d'être présente, ce qui signifiait qu'elle était nerveuse. « Tessa, dit ma mère. Pas un bonjour, pas un merci d'être venu. Juste mon nom, livré comme une convocation. Maman, j'ai dit en m'asseyant, j'ai posé mon sac par terre à côté de ma chaise, je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Ma mère a commencé. Je suis contente que nous soyons tous ici, parce que je pense qu'il est important pour cette famille de parler de ce qui s'est passé. J'ai élevé mes filles seules. Elle a regardé Hélène qui a hoché la tête. J'ai travaillé. J'ai sacrifié. J'ai donné tout ce que j'avais pour m'assurer que vous, les filles, aviez un toit, de la nourriture et une vie. Et maintenant, l'une de mes filles a apparemment décidé que je ne méritais plus d'aide. Elle a fait une pause, pas pour reprendre son souffle, mais pour les faits. Ma mère fait des pauses comme un chef d'orchestre lève une baguette. Elle s'attend à ce que l'orchestre suive. Tessa, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette famille ne s'abandonne pas. Nous ne sommes pas ton père. C'était là. La phrase. Celle qu'elle aiguisait depuis 27 ans. Celle qu'elle gardait dans un tiroir comme un couteau de cuisine, prête pour toute occasion nécessitant de couper. J'ai laissé la phrase se poser. J'ai laissé tout le monde à table l'absorber, en ressentir le poids, arranger leur sympathie en conséquence. Puis j'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé le dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est, a dit ma mère. Des chiffres. J'ai ouvert le dossier. Page 1. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé tante Hélène. Parce que tante Hélène était celle qui m'avait appelé et m'avait dit que je devrais avoir honte. Et tante Hélène méritait de voir à quoi ressemble réellement la honte quand elle est détaillée. Ce sont 37 mois de relevés bancaires des comptes de ma mère. J'y ai accès parce que j'ai mis en place le système de prélèvement automatique il y a 17 ans. J'ai pointé la première colonne. La colonne A, c'est le revenu. C'est les 10 840 $ que j'envoyais chaque mois. Prêt immobilier, électricité, assurance, carte de crédit. Tessa, ce n'est pas le moment. La voix de tante Hélène s'est éteinte quand elle a vu la première page. C'est exactement le moment. Je me suis tourné vers la page 2. La colonne B, c'est la sortie, où l'argent est allé après être arrivé sur le compte de ma mère. Et c'est là que les chiffres ne correspondent plus. La pièce était silencieuse, pas le silence poli d'un dîner. Le silence tendu d'une déposition où chacun peut sentir que la prochaine phrase va coûter quelque chose à quelqu'un. 2200 $. Virements L chaque mois. Bénéficiaire S. Morand. J'ai regardé Shelby. C'est ton loyer, Shelby. Shelby a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Maman a dit qu'elle avait des économies. Elle n'a pas d'économie. Elle a mes prélèvements automatiques et sa sécurité sociale. C'est tout. Je me suis tourné vers la page 3. 800 $ de retrait mensuel aux guichets automatiques, à la machine de soutiste division. C'est près de ta salle de sport et de ton appartement, pas près de la maison de maman. Plus environ 1800 $ de frais mensuels sur la visa de maman chez Nordstrom, Sephora, des restaurants et des magasins qui correspondent à ton activité Instagram. J'ai fait une pause. Y compris un voyage à Miami il y a 2 semaines,
4 jours, $4800, vol, hôtel, restaurant, et une visite au spa sur Collins Avenue. Le visage de Shelby était devenu blanc. Non pas le blanc de l'embarras, mais le blanc de quelqu'un qui regarde le sol sur lequel elle se tenait se dissoudre, carreau par carreau, et qui réalise qu'il n'y a rien en dessous. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Sa voix était faible. La colonne A, c'est d'où venait l'argent, ai-je dit. C'est moi. La colonne B, c'est où il est allé. C'est toi. Sur les $10 840 que j'envoyais chaque mois, environ $4800, près de la moitié, étaient redirigés pour financer ta vie. Ton loyer, ta salle de sport, tes vêtements, tes voyages, tes entreprises de boîtes d'abonnement qui ont duré un total de 8 mois. Ma mère a claqué sa main sur la table. Pas assez fort pour faire teinter les assiettes, mais assez fort pour rappeler à tout le monde qu'elle était toujours debout. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Non, ai-je dit, je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai baissée comme je le fais lors des dépositions quand j'ai besoin que la pièce se penche. Tout ce que j'ai payé, c'était pour cette famille. Ce que vous avez fait, c'est le rediriger. Vous avez construit un pipeline, maman. Moi à une extrémité, Shelby à l'autre, et toi au milieu, décidant où allait mon argent sans ma connaissance ni mon consentement. Tu as proposé, a dit ma mère, tu as proposé d'aider. Tu as mis en place les paiements toi-même. J'ai proposé de payer ton prêt immobilier et tes factures. Je n'ai pas proposé de financer le mode de vie de ma sœur via ton compte. Il y a une différence. Il n'y a pas de différence. La famille s'entraide. La famille ne ment pas à la famille sur où va l'argent. Ma mère a regardé Hélène. Hélène a regardé la nappe. Ma mère a regardé Robert. Robert n'avait pas bougé depuis que je m'étais assise. Le cœur de ma mère était silencieux. Le scénario qu'elle avait écrit pour eux n'incluait pas de scène où les chiffres étaient sur la table, surlignés en 3 couleurs avec des reçus. Elle a tendu la main vers la dernière arme, celle qu'elle saisit toujours quand les autres échouent. Celle qu'elle a polie pendant 27 ans, celle qui n'a jamais manqué de clore une conversation en sa faveur. Ton père est parti, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée légèrement sur le mot « père ». Je ne savais pas si la fêlure était réelle ou jouée. Après 27 ans de performance, je ne suis pas sûr qu'elle connaisse la différence non plus. Ton père est parti, Tessa. Je suis resté. Je t'ai élevé seul. Et c'est ainsi que tu me rembourses. Shelby pleurait maintenant. Des larmes silencieuses. Les vraies. Celles qui viennent de la confusion plutôt que de la manipulation. Elle m'a regardé avec des yeux humides et a prononcé les 4 mots que j'avais su qu'elle dirait depuis le parking, depuis la nuit sombre dans ma voiture, depuis le moment où j'ai décidé de venir ici avec un dossier au lieu d'un chèque. Tu es juste comme papa, a-t-elle dit. Tu pars toujours. La table est restée silencieuse. Tante Hélène a posé son verre de vin. Oncle Robert a déplié ses mains pour la première fois. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère, puis de nouveau Shelby. Il ne nous a pas quittés, ai-je dit. Le visage de ma mère a changé. Pas lentement. Tout d'un coup, comme un masque qui est retiré. Sauf que le masque était le seul visage que l'un d'entre eux ait jamais vu. Il t'a quitté, maman. Pas nous. Toi. J'ai gardé ma voix égale, stable. La voix de l'audit. Je le sais parce que je déjeune avec papa tous les mois depuis 27 ans. Cabine au fond près de la vitrine à tarte. Il m'a appris à lire les relevés bancaires quand j'avais 12 ans. Il m'a aidé à ouvrir mon premier compte d'épargne quand j'avais 17 ans. Il était à ma remise de diplôme universitaire, rangée 14, siège côté allée. Vous étiez au 3e rang. Vous ne l'avez jamais vu. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Il n'a pas abandonné cette famille. Il a quitté une situation. Et il a passé 27 ans à s'assurer que je connaisse la différence. Chaque 3e samedi, sans faute. Shelby me fixait. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et je pense que quelque part, sous tout ce qu'elle t'a dit, maman sait que c'est vrai aussi. J'ai regardé ma mère. Elle était toujours debout à la tête de la table, mais quelque chose de structurel avait bougé. La posture était la même. Le menton était toujours relevé, mais ses yeux s'étaient perdus loin, quelque part derrière les répliques répétées et la sympathie orchestrée,
et les 27 ans d'une histoire qu'elle avait racontée si souvent qu'elle avait oublié que c'était une histoire. Je ne vais pas expliquer pourquoi il est parti. Maman, tu sais déjà pourquoi. J'ai fermé le dossier, je me suis levé, j'ai poussé ma chaise. Parce que même maintenant, même à cet instant, je suis le genre de personne qui pousse sa chaise. Tessa, dit ma mère, juste mon nom, sans phrase après, sans scénario. Pour la première fois de ma mémoire, ma mère a prononcé mon nom et n'avait rien préparé pour le suivre. J'ai pris mon sac, je suis allé à la porte, je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais dramatique, mais parce qu'il ne restait plus rien à cette table que j'avais besoin de voir. La lumière du porche était toujours allumée quand je suis sorti. L'air était froid et propre, comme il l'est à Portland après la pluie, quand les nuages se sont déplacés vers l'est et que le ciel s'ouvre juste assez longtemps pour vous rappeler que le bleu existe toujours. Je suis monté dans la voiture, j'ai posé le dossier sur le siège passager, j'ai tourné la clé, et je suis rentré chez moi, les fenêtres baissées, respirant le premier air que j'avais goûté en 17 ans et qui ne me coûtait pas 10 840 $ par mois. 2 jours après le dîner, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai construit une dernière feuille de calcul. Pas l'audit. L'audit était terminé. C'était autre chose. C'était le total de 17 ans de paiement compilé en une seule page. Chaque mois comptabilisé, chaque dollar tracé. Je l'ai formaté comme je formate les livrables clients, en tête claire, alignement décimal cohérent, une ligne de résumé en bas en gras. Je suis une experte comptable judiciaire. Même mon chagrin est accompagné de notes de bas de page. Le chiffre en bas n'était pas une surprise. Je le savais depuis des semaines. Je le portais dans ma poitrine comme une pierre que je ne pouvais pas poser. Mais le voir en gras, dans la ligne de résumé, dans la police que j'utilise pour les rapports finaux, lui a donné un poids que l'arithmétique mentale n'aurait jamais pu donner. 220 060 $. J'ai ouvert mon courrier électronique, créé un nouveau message, tapé l'adresse de ma mère, laissé la ligne d'objet vide car il n'y avait aucun sujet qui puisse contenir ce que j'étais sur le point de dire en moins d'un paragraphe, et un paragraphe aurait été trop de mots. J'ai joint le fichier dans le corps du courriel. J'ai écrit 2 phrases. Ceci n'est pas une facture. Ceci est un reçu. Pour que tu saches exactement ce que tu as dépensé et pour qui. J'ai appuyé sur envoyer, fermé l'ordinateur portable, préparé du thé. Earl Grey, sans sucre. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé Portland faire ce qu'elle fait les mardis matins, c'est-à-dire ressembler exactement à tous les autres matins où je m'étais tenu à cette fenêtre, essayant de ressentir quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Le thé était encore trop chaud. Je l'ai siroté quand même. Certaines habitudes ne changent pas juste parce que vous avez tout changé. Les semaines qui ont suivi ont été silencieuses, comme l'est le contre-coup, non pas paisible, mais simplement vide du bruit qui les remplissait auparavant. Le paiement du prêt hypothécaire de ma mère a eu 30 jours de retard, puis 60, puis 90. Je le sais parce que la banque m'a envoyé un avis, car mon nom figurait toujours sur l'autorisation de prélèvement automatique originale. J'ai appelé la banque, expliqué que je n'étais plus responsable, et demandé qu'ils suppriment mes coordonnées. La femme au téléphone m'a demandé si je voulais rétablir le paiement. J'ai dit non. Elle m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que j'étais sûr, de la manière dont seul quelqu'un qui a passé 6 nuits à vérifier les relevés bancaires de sa propre mère peut être sûr, c'est-à-dire complètement. La maison est entrée en procédure de saisie immobilière au 4e mois. Ma mère a déménagé dans un appartement d'une chambre à Tualatin, une banlieue au sud de Portland, où le loyer était suffisamment bas pour être couvert par la sécurité sociale, et où les murs étaient suffisamment minces pour entendre les voisins. Je ne l'ai pas aidé à déménager. Je ne lui ai pas rendu visite. Shelby a tenu plus longtemps que prévu. Elle a appelé ma mère tous les jours pendant les 2 premières semaines après le dîner, puis un jour sur 2, puis 2 fois par semaine, puis 1 fois. Au 2e mois, les appels étaient hebdomadaires. Au 3e, ils avaient cessé. Non pas parce que Shelby était en colère, mais parce que Shelby avait construit une vie sur des fondations qu'elle ne savait pas emprunter. Et quand les fondations ont été retirées, la structure n'a pas tenu. Sans les 2200 $ par mois, sans les frais Nordstrom et les courses Sephora et les voyages à Miami, la vie soigneusement orchestrée de Shelby s'est contractée à sa taille réelle, qui était un studio et une entreprise de boîtes d'abonnement qui a vendu moins de 11 unités au cours de son dernier mois. Elle m'a appelé une fois, non pas pour s'excuser, non pas pour crier, juste pour dire « Je ne savais pas, Tessa ».
J'ai dit, je te crois. Et je l'ai cru. Shelby ne savait pas d'où venait l'argent. De la même manière que je ne savais pas où l'argent allait. Nous étions toutes les deux aveugles, juste dans des directions différentes. Elle était aveugle à la source. J'étais aveugle à la destination. Et notre mère s'était positionnée au milieu, comptant sur nous deux pour ne pas regarder au-delà d'elle. Quand tu seras prête à parler de ce qui s'est passé et non de ce dont tu as besoin, ai-je dit, appelle-moi. Elle a dit, d'accord. Elle n'a pas encore appelé, mais elle a dit, d'accord, et c'est un mot différent des, au revoir. Ma mère m'a appelé tous les jours pendant 3 semaines. Les messages vocaux ont changé, comme le temps change par étapes que l'on peut suivre si l'on fait attention. Semaine 1, colère. Après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que je t'ai donné. Tu n'avais pas le droit de faire ça devant Hélène et Robert. Tu n'avais pas le droit. Semaine 2, marchandage. Tessa, si tu me rappelles, nous pourrions arranger ça. Je suis prête à m'asseoir. Je suis prête à parler. J'ai juste besoin que tu comprennes mon point de vue. Semaine 3. Un message vocal qui a duré 47 secondes et ne contenait aucun mot, juste une respiration. Une respiration lente, irrégulière. Celle d'une femme assise seule dans un appartement d'une chambre à Tigard, tenant un téléphone à son oreille, attendant que quelque chose sorte de sa bouche et ne trouvant rien. Pas de script, pas de performance, pas de phrase qui commence par « ton père est parti » et se termine par « je suis resté ». Juste le souffle. J'ai écouté ce message vocal 2 fois. Je n'ai pas rappelé, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Je l'ai enregistré dans un dossier de mon téléphone étiqueté « divers », ce qui est un mot qui signifie que quelqu'un espère que vous ne poserez pas de questions, et aussi un mot qui signifie que je ne suis pas prête à répondre. Le 3e samedi du mois suivant, je suis monté dans ma voiture à 7 heures du matin et j'ai roulé vers l'est. L'autoroute 26 jusqu'à la 97, à travers la réserve de Warm Springs, au-delà du haut désert où les pins s'éclaircissent et le ciel devient si vaste qu'on a l'impression que la Terre essaie de vous montrer quelque chose qu'elle a gardé pour elle. 3 heures. Pas de musique, pas de podcast, juste la route et le moteur et le son d'une femme conduisant vers la seule personne qui ne lui avait jamais demandé de paiement. Le Juniper était toujours là. Mur lambrissé. Petite vitrine à tarte. La serveuse qui appelait tout le monde « chérie ». Mon père était déjà assis. Dernière cabine près de la vitrine à tarte. Café devant lui, noir, sans sucre. Menu fermé parce qu'il savait déjà ce qu'il allait commander. La façon dont il le savait depuis 20 ans, la façon dont il le saura pendant 20 ans de plus si ses genoux tiennent et que le Juniper reste ouvert et que la cabine du fond reste disponible le 3e samedi. Je me suis assise en face de lui. Il m'a regardé, non pas avec surprise, non pas avec pitié, mais avec le regard calme et marqué par le temps d'un homme qui attendait l'arrivée de quelque chose depuis très longtemps et qui n'allait pas gâcher le moment en parlant trop tôt. J'ai lu les chiffres, papa, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit. Ça t'a pris du temps. Oui. Tu vas bien? Pas encore. Mais les chiffres sont clairs. Il hocha la tête. C'était suffisant. Dans notre langage, des chiffres clairs sont ceux qui se rapprochent le plus de « je vais m'en sortir ». Il a compris. La serveuse est venue. Il a commandé des crêpes. J'ai commandé le fromage grillé, puis je me suis arrêté. En fait, ai-je dit, je prendrai le club sandwich à la dinde. Il a levé les yeux de son menu. Un sourcil, la plus légère trace d'un sourire. Le genre de sourire qui n'a pas besoin d'être large car il est profond. Club sandwich à la dinde, a-t-il répété. J'en ai assez de commander la chose la moins chère du menu. Il a posé le menu, a pris son café, a bu une longue gorgée, l'a reposé avec les 2 mains, comme on pose quelque chose quand on veut qu'il reste exactement où il est. Tu vas manger ce bacon? Chaque morceau. Nous étions assis dans la dernière cabine d'un restaurant à Bend, Oregon, le 3e samedi du mois, et nous avons pris notre petit déjeuner comme nous l'avons fait pendant 27 ans. Tranquillement, complètement, sans avoir besoin de nous expliquer pourquoi nous étions là, parce que nous n'avons jamais eu besoin d'expliquer. Nous nous sommes simplement présentés. C'était ça, l'essentiel. C'était tout le travail. J'ai perdu une mère ce dimanche-là à une table de dîner à Portland. Ou peut-être que j'ai juste arrêté de faire semblant d'en avoir une. Quoi qu'il en soit,
le 3e samedi de chaque mois, dans une cabine près de la vitrine à tarte, j'ai un père qui m'a appris à lire les chiffres et ne m'a jamais demandé de payer pour ce privilège. Il a toujours été là, et maintenant moi aussi. Si quelqu'un que vous aimez est assis dans un stand quelque part, à vous attendre toute votre vie, et que vous avez eu trop peur de dire à qui que ce soit qu'il existe, laissez-moi vous poser cette question. Que attendez-vous? Les chiffres sont déjà clairs. Il ne reste plus que le chemin. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être celui qui paie. Vous arrêtez de poser des questions parce que les réponses pourraient vous coûter plus cher que l'argent ne l'a jamais fait. Vous vous dites que l'amour et le sacrifice sont la même chose. Et au moment où vous réalisez que ce n'est pas le cas, la facture court depuis des années et la seule personne qui n'a jamais été payée, c'est vous. Si vous êtes celui qui maintient votre famille à flot financièrement, faites une chose cette semaine. Regardez vos propres chiffres. Non pas pour accuser qui que ce soit, juste pour voir. Parce que le moment où vous cessez d'avoir peur de ce que dit la feuille de calcul est le moment où vous cessez d'être contrôlé par elle. Et si quelqu'un dans votre vie est resté discrètement en arrière-plan, se présentant pour vous sans demander de crédit, sans exiger un merci, dites-leur que vous les voyez avant qu'un autre samedi ne passe. Qui dans votre vie a été votre cabine au fond? Et leur avez-vous dit récemment?